du label Codex, avec laquelle se referme cet îlot trésor ce matin. Je vous propose de nous retrouver demain dès 10 heures sur Espace 2 pour de nouvelles propositions discographiques. Sans plus tarder, retrouvez Louis-Philippe Ruffy pour Entre les lignes. Belle journée, à demain. Espace 2, Louis-Philippe Ruffy. Bien le bonjour. Vous serez d'accord avec moi, il y a des titres de livres qui sont là comme de véritables apostrophes, tant ils titillent l'imagination, la curiosité. Eh bien, aujourd'hui, il y aura de quoi être intrigué si je vous dis le cure-dent. Le cure-dent, vous êtes bien loin de penser qu'on va se retrouver au XIe siècle en Perse, aux côtés d'un des plus grands poètes de la civilisation littéraire arabe, en l'occurrence Omar Khayyam. Et pourtant, Omar Khayyam, ce grand savant érudit, auteur des fameux quatrains, Omar Khayyam a croisé à un moment donné sur son chemin un cure-dent, et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un objet en or qu'il découvre un jour à la fin de son existence sur l'étalage d'un antiquaire en Perse et qu'il acquérera comme un objet emblématique de sa propre pensée. Le cure-dent vous permet de vous défaire des restes charnels du passé pour préparer le repas suivant, une forme de résurrection à l'œuvre précisément dans la pensée d'Omar Khayyam. Omar Khayyam, auquel un écrivain français vient de consacrer un très beau livre parce qu'il mêle à la fois la biographie et la fiction. Premier opus signé Jean-Yves Lacroix, il paraît aux éditions Alia sous le titre donc Le Cure-dent. Pour notre plus grand bonheur, l'auteur est parvenu à combler, à étoffer les zones d'ombre qui demeuraient, oui, il y en avait encore, autour de la vie d'Omar Khayyam. Il nous explique ici pourquoi il s'est laissé prendre à ce jeu de miroir. Jean-Yves Lacroix. Omar Khayyam est quelqu'un qui est très volontiers lu directement au second degré. C'est-à-dire qu'on fait relativement fi de tout ce qu'il dit concernant les femmes, son alcoolisme. On trouve ça pas philosophique d'une certaine façon. Et moi, mon effort, ça a été de prendre ça comme ça venait. Pas tout à fait littéralement, mais pas loin. En fait, de redonner un sens un peu éclatant, de partir d'un sens un peu éclatant qui était le sens premier de ces choses-là. Moi, quand Omar Khayyam me dit qu'il boit, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller voir un vin mystique derrière tout ça, même s'il existe vraisemblablement. Mais peu importe, je voulais voir la portée de ces paroles à l'échelle d'une existence humaine, on va dire. Le ramener à un profil plus net, plus simple ? Oui, plus simple, mais à mon sens aussi plus fort. Il y a beaucoup de traditions de lecture qui s'attachent autour d'Omar Khayyam. On va dire des traditions soufis, philosophiques, etc. Mais ces traditions, ou universitaires, ces traditions ont un défaut, c'est qu'elles vont toujours chercher un sens second, très élaboré, dans une chose qui, pour moi, me parle directement et comme un cœur ouvert. Oui, alors on va y venir aux qualités essentielles d'Omar Khayyam. Avant cela, peut-être voir comment le livre démarre. Il se trouve que vous êtes libraire de livres anciens. Là aussi, j'ai lu la notice qu'on m'a transmise. Ces livres anciens que vous côtoyez tous les jours, eh bien, on en retrouve un dans votre livre, ou plutôt, il disparaît. C'est le volume d'une encyclopédie consacrée à Omar Khayyam, qui n'est plus là sur les rayons, et le narrateur décide finalement de rédiger lui-même un texte, le texte qu'on a sous les yeux, après avoir constaté l'absence de ce volume spécifique. Pour vous, l'écriture partait des livres, mais des livres qui manquent. C'est-à-dire que c'est une sorte de ruse. Je pense que je me suis permis d'écrire un livre à partir du moment où j'ai trouvé la place d'un livre qui manquait. Et je me suis dit qu'il fallait que ce livre existât. Donc je l'ai écrit. Mais c'est une ruse parce que le projet d'écrire un livre est quelque chose qui me tient depuis des années. J'ai 40 ans aujourd'hui. Depuis l'âge de 15 ans, je voulais écrire un livre. Donc il a fallu, pour que je me mette vraiment le pied à l'étrier, qu'aux termes de recherche qui sont professionnels, mais pas seulement. Omar Khayyam n'est pas venu par l'angle de la profession, mais par goût personnel. Il a fallu que je découvre effectivement la place de ce livre absent pour me mettre à l'écrire. Et tout écrivain, selon vous, a un livre absent en lui qu'il garde tout au long de sa vie ? Je n'en suis pas certain. Je vous dis, je pense que c'est une ruse de la raison dans mon cas.
Je pense qu'il y a des gens qui écrivent des livres parce qu'ils ont une œuvre à écrire et qu'ils la conçoivent très clairement dès le départ. Et ces gens-là n'ont pas un livre à écrire, mais plusieurs. Ou parce qu'un livre, malheureusement, a ses propres contraintes, hein, et fait qu'on ne dit pas tout dans un livre, on ne peut pas tout dire, donc on est amené à devenir un écrivain. Moi, c'est une ruse, c'est vraiment... j'ai trouvé ce livre absent, et je me suis dit que cette absence se change en une sorte de présence. Mhm. Je vois dans cet épisode un signe décisif, aussi décisif pour la relance des fouilles que le bombardement en mars 1915, lors de la guerre des Dardanelles, du site présumé de la ville de Troie par le contre-torpilleur anglais Agamemnon. Les noms ne sont pas seulement un destin, ils sont les choses mêmes. Le nom d'Omar Khayyam est celui d'un livre qui manque, un livre que la science ne peut mener à bout par son chemin de bas. Les noms sont plus forts pour vous que les objets, que les corps? Oui, oui, j'aime beaucoup cette idée qu'effectivement, ce bombardement qui a bel et bien eu lieu, hein, pourrait être à l'origine la relance des fouilles du site présumé de Troie. Oui, oui, tout à fait. Même si c'est pas vrai, c'est quand même vrai. Mais Omar Khayyam, c'est un nom, c'est aussi une série de livres. Où est-ce que vous situiez les choses? Parce que les livres sont là, les objets sont là, il faut faire avec, non? Ah, le statut des objets, c'est une chose très particulière, hein. Il faut faire avec, ou les objets ont une vertu. Ils ramènent le silence, ils sont là aussi pour la tranquillité des choses. Après, on peut en avoir un usage. Un livre est un objet très particulier, si on y songe bien. C'est un livre qui se tait, qui s'accompagne de silence, et puis c'est une chose qui parle, qui nous parle. Mhm. C'est un objet très particulier, le livre. C'est un objet ou c'est un nom pour vous, un livre? Je vais dire, ni l'un ni l'autre, le livre, c'est une sorte de presque de manie dans mon cas. C'est l'objet qui a cristallisé à peu près la totalité de mes névroses, à moins que j'en oublie, hein. Puisque j'ai fait beaucoup de choses autour du livre, j'en ai illustré, j'en ai édité, j'en traduis, j'en écris. J'ai fait du livre, dont on retrouve quelques échos dans le mien, comme objet, hein. On va dire précisément l'objet de prédilection d'une enquête, hein, dont le principal personnage, et je le crains bien, n'était que autre que moi-même. C'est un jeu avec les conventions biographiques. Il semble que vous ayez réécrit une histoire, alors enregistrée dans un certain nombre d'encyclopédies, cette vie d'Omar Khayyam. Et vous allez le faire avec un certain nombre de réticences. J'ai vu que vous étiez aussi le traducteur de Melville, et notamment de cette nouvelle, cette étonnante nouvelle baptisée Bartleby, Moi, je dis où Bartleby, hein, oui. Bartleby, oui, où